Alors, qui est là sur ce plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession? Je suis artiste, Votre situation familiale? je suis marié, j'ai 4 enfants. Vous avez une obsession dans la vie? J'ai une obsession, oui, j'essaye de le faire le mieux possible. Et une devise? Une devise, quand faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Marc Lavoine. Ah. Marc Lavoine, vous venez me rejoindre, s'il vous plaît. Il y a deux personnes qui viendront aussi dans cette émission, c'est Arthur H et Cœur de Pirate. Vous viendrez nous présenter un nouvel album, Les Souliers Rouges. Bonjour Marc. Bonjour. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, c'est ce que j'étais en C'est train vrai. de me dire. Alors on va rattraper vite le temps perdu, on va parler évidemment de votre actualité, c'est celle-ci, inspirée d'un conte d'Andersen. Mais tout d'abord, je voulais vous demander, qu'est-ce qui est essentiel en fait à savoir de vous, si on veut bien vous connaître? La chose essentielle, primordiale. Être gentil, vivre gentiment. Voilà, c'est ce qui me représente le mieux, je crois. Ah oui, vous êtes un être gentil. Oui, je suis gentil. Ouais. Je suis gentil, j'ai toujours peur d'être méchant, d'être déplacé. Et de faire du mal. Et parfois, j'appelle les gens après une soirée pour m'excuser de quelque chose et ils me disent « mais non, mais pas du tout ». Et je dis « quand même, réfléchis bien ». Ils me disent « mais tu es fou ». Mais vous êtes un peu torturé quand même. Hein. C'est pas que je suis torturé, non, non, c'est que je crois que les gens se sont habitués à l'indélicatesse. Et je pense que c'est pas bien. Je crois qu'il faut être ultra délicat avec les gens. Vous êtes né à Longjumeau, hein, le lendemain de la mort de Marilyn Monroe. Oui, mais le même jour que Andy Warhol. Oui. Vous avez failli d'ailleurs vous appeler Brigitte. Oui, c'est vrai. Parce que Ma mère, elle avait une adoration pour Bardot. Surtout qu'elle voulait une fille, elle croyait vraiment qu'elle aurait une fille. C'était décidé comme ça, elle avait déjà un garçon. Et elle aimait bien Bardot, bien sûr, parce que Bardot, c'était la Révolution. On sait que vos parents étaient des militants communistes. Vous avez connu des manques, tout d'abord? Parce que c'était quand même une famille assez peu aisée, on Oui, dirait même modeste. J'ai pas connu de manque parce que on n'avait pas besoin de grand-chose. On était bien comme ça. Mes parents étaient simples. Bon, mon père était un petit peu olé olé, mais honnêtement, on partait en camping, on allait dans le Lot. On était très bien dans le Lot. On y était très bien reçus par des agriculteurs qui nous prêtaient leurs champs pour planter notre guitoune. Et on était bien. On avait un petit pavillon HLM que mes parents avaient ils avaient pris un crédit, un gros crédit sur. Vous aviez sur votre eux. chambre, vous? Vous la partagez Non, avec... on avait chacun sa Ah oui, chambre. quand même. Oui, oui, oui. Au début, non. Parce qu'au début, ils vivaient tous, mon frère, ma mère et mon père, dans un petit appart, toute petite maison, dans le vieux Vissou. Et ensuite, ils ont construit des maisons HLM. Et je pense qu'avec l'aide de mes grands-parents, ils ont pu s'installer. Vous avez Il y avait une forme milité de- aussi, vous, avec eux? J'ai été emporté par les désirs de mon père. J'ai collé des affiches, j'ai distribué des tracts, j'ai vendu l'Humanité Dimanche, j'ai vendu le Muguet le 1er mai. Vous vous souvenez de votre premier acte militant? Vous savez, mon premier acte militant, c'est d'avoir regardé les tableaux de Picasso. Parce que mes actes militants, Guernica. ce que mon père m'a appris, c'était la poésie, c'était la chanson, c'était la peinture, la photographie, et puis les héros littéraires qui défendaient des causes ou qui mettaient en lumière des mouvements sociaux et surtout des gens, des populations. Vos parents, tous les deux, ils sont décédés. Qu'est-ce qui vous manque d'eux? Tout. Ça se traduit comment? Leur présence, leur voix, leur toucher? Mais j'ai la chance de les avoir remis en scène dans un roman. L'homme qui ment. Ouais, je me suis amusé à faire reparler leurs espérances, pour ma mère, les espoirs de mon père, leurs erreurs, leurs réussites aussi, parce que c'était des gens qui pensaient n'avoir réussi que leurs enfants. Je crois pas qu'on puisse réussir les autres sans se réussir un peu soi-même quand même. Mais donc je les fais reparler, bientôt je vais les filmer à travers les comédiens qui m'ont fait l'honneur d'accepter. Première réalisation Voilà. pour vous? Donc ça me permet de reprendre un contact avec une génération que j'adore. Parce que c'est une génération qui est née donc pendant avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils l'ont connue, ils en ont vécu, leur mémoire a souffert à cause de ça. Puis ensuite, ils ont pris la guerre d'Algérie. Et puis ensuite, ils ont rêvé à un monde nouveau qui n'est jamais venu. Donc c'est intéressant de faire reparler ces années-là, quoi.
Vous avez été témoin parce que vous en parlez des infidélités de votre père, et vous dites que ça vous mettait en porte-à-faux, quoi, parce qu'il fallait prendre parti pour l'un, pour l'autre. Ça, j'ai jamais pris parti. Ce qui était difficile, justement, c'était de ne pas trahir mon père et de protéger ma mère. Mais j'ai pas été victime, c'est-à-dire que j'ai été témoin. Il s'est gouré de timing, vous savez. Quand on a des cercles bien précis, si deux cercles se chevauchent, alors vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis, je ne suis pas sûr qu'il se soit rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant du tout. Et je pense qu'il aimait profondément ma mère aussi. Alors, après, la vie des parents et des amoureux commence bien avant vous, et c'est très difficile de les juger, parce que c'est leur histoire. On n'est pas propriétaire de nos parents. Vous avez le sentiment que l'école, vous êtes un élève de l'école républicaine. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est en danger aujourd'hui? En tout cas, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'éducation nationale sont des gens extraordinaires. Je crois qu'il y a un vrai combat. Je pense que c'est comme à l'hôpital. C'est deux institutions extraordinaires qui souffrent parce que la crise est violente. Mais je crois beaucoup à la société civile. Je pense que ce sont deux perles de notre République auxquelles les gens sont très attachés. Mais vos enfants, ils ont été scolarisés dans le privé ou dans le public? Dans les deux. Non, dans le public. Vous êtes à l'origine du cartable connecté. Oui. Dites-moi un mot. Un mot, c'est... Pour des enfants malades, c'est Voilà, ça? c'est des enfants malades à l'hôpital qui quittent leur classe. Et donc un jour, j'étais à l'hôpital Purpan, parce qu'un rugbyman, Vincent Clerc, m'avait gentiment invité à rencontrer des jeunes et à faire une interview dans leur studio. Ouais. J'ai fait cette interview et ensuite on m'a demandé si je pouvais aller dans les chambres visiter les jeunes qui ne pouvaient pas descendre dans le studio et qui peut-être, sans doute, sortiraient jamais de cet hôpital. Et donc je suis allé les voir et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui vous manque le plus? Ils m'ont dit, nos amis et notre classe. Et donc je me suis dit qu'on pouvait faire un geste opératoire d'un côté à l'autre de la Terre, qu'on pouvait transmettre des images partout et on ne pouvait pas remettre en lien la classe et un enfant malade. C'était donc une double peine et que c'était une discrimination. Donc j'ai cherché un concept et depuis 2-3 ans, on a cherché avec ma fondation et on a trouvé. Et c'est interactif? C'est-à-dire que l'élève qui est malade a un cartable à la maison, il y a un cartable à l'école avec 2 caméras, une qui est ventousée sur la vitre, le professeur a un micro. Et il y a donc 2 caméras et puis il peut jouer avec le zoom, il peut suivre le tableau, le professeur. Et poser une question? Il peut poser des questions, il peut bien sûr interagir. Il peut aussi, quand il est en chimiothérapie ou en moment de fatigue, enregistrer. Il a son professeur au chevet qui peut aussi créer. C'est un outil de plus, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est de redonner du lien social au numérique. Et qui en bénéficie pour le moment? Alors, pour l'instant, c'est à l'hôpital Roussy. On va installer quelques cartables sur quelques élèves. Et il y a 2 millions d'enfants malades par an. Alors, nous avons été... on a reçu beaucoup de parrainages, et beaucoup d'ambassadeurs. Philippe Gueluc est celui qui a dessiné le logo du cartable. Anne Hidalgo est aussi avec nous, évidemment. Et on cherche à affiner le projet pour que ce cartable coûte le prix d'un téléphone. Et comme c'est un social business, ce seront des cartables qui seront gratuits pour les enfants. Voilà, Marc Lavoine, c'est aussi ça. Voilà. On retourne en arrière avec quelques images d'archives. On sait qu'à 15 ans, vous avez volé de vos propres ailes. La suite, elle nous est racontée par Julie Mareuil. La partie de votre corps que vous préférez? Mon nombril. Bah voyons, et quand on sait en plus qu'il a été intronisé dans la confrérie du melon de Lectoure, on se demande si Marc Lavoine n'aurait pas attrapé la grosse tête. Et franchement, il aurait de quoi. Elle a les yeux revolver. Dès ses débuts, ses tubes inondent les ondes. L'ange, un brin coquin, joue les tombeurs. Bonsoir, mesdemoiselles. Les charmeurs. Bonsoir, mesdames. Les séducteurs. Pardon. Il y a des hommes. Non seulement des femmes qu'il fait craquer avec son déhanché sensuel lorsqu'il ne les fait pas chanter. Cet amour comme un art, j'ai tout oublié. Quand tu m'as... Mais le melon, il aurait pu aussi l'attraper au ciné, car il y est souvent en tête d'affiche. Bravo Nono, tu sais reconnaître les stars. Et l'un des premiers à avoir succombé, c'est Claude Chabrol. Marc est le type qui m'a paru un des êtres les plus civilisés que je connaisse. Une star civilisée donc, et surtout engagée dans ses textes. À la France, on est tous des frères selon les déclarations.
Mais aussi auprès des autistes depuis 20 ans, des restos, des enfants hospitalisés, refusant ainsi toute forme de discrimination. L'amour des autres jusqu'à l'oubli de soi. L'oubli de soi, faut pas pousser. Tu verras la semaine prochaine. Enfin, Marc le sait bien, une bonne façon de ne pas avoir le melon, c'est de se remettre en question. C'est vrai. Alors l'amoureux des mots prend la plume pour écrire sur son père. Premier roman, un succès de librairie, avant de faire ses débuts au théâtre, à plus de 50 ans. Je ne suis pas là pour être rassurant. Lui, par contre, il va falloir le rassurer, car il n'en a pas fini avec les premières fois. Aujourd'hui, un conte musical. Demain, un premier film. De quoi tenir le melon éloigné et garder la tête froide. Marc, quels sont vos garde-fous pour ne pas disjoncter? Bah, on a tous un panthéon, comme disait Simone Signoret, avec des gens qui sont parfois des gens célèbres, d'autres pas. Mais bah, voilà, faut pas... si on fait mal à quelqu'un, à une personne, quand on déclare quelque chose, c'est pas bien. C'est proche, évidemment, et puis aussi voilà, les principes et les valeurs qu'on nous a appris, il faut essayer de ne pas transgresser trop ça, parce qu'on le regrette. Si c'était à refaire, là, lorsque vous voyez votre vie en 1 minute 30, est-ce que vous referiez quelque chose différemment? Non, je crois pas, non. J'ai eu beaucoup de chance, parce que je voyais Claude Chabrol. Je regrette une chose avec Claude Chabrol, c'est de ne pas... Et j'y ai pensé souvent, et j'y repense là. J'ai fait le festival de Beaune l'an dernier, et j'ai encore vu son épouse, Aurore, sa fille, et son fils. Et j'ai revu sa fille, on se laisse de temps en temps des textos. Je regrette de ne pas avoir été plus souvent frappé à sa porte, ne serait-ce que pour parler 5 minutes avec lui. Parce que ça m'a manqué, et je le regrette, voilà. Je regrette ça. Ça, je referais différemment. Je serais moins intimidé par les gens que j'admire tant. Il faut rester intimidé, mais il faut avoir cette audace de quand même, parfois, taper à leur porte pour leur dire « j'ai besoin de te voir ». Donc pour se nourrir de l'autre. Pour lui dire, pour lui faire des câlins. C'est-à-dire que savoir que l'autre va bien, qu'il est... Et puis, je veux qu'il sache que je pense à lui. Donc, je le fais maintenant avec des gens. Je leur laisse des textos régulièrement, je les appelle. Et quand je peux aller les voir, je vais les voir. Vous êtes présent. Parce que c'est important de déclarer ses flammes. C'est important de savoir que les autres sont là, pensent à vous, vous observent. Et vous... Ça fait du bien quand on est... appelé par quelqu'un, c'est touchant. Est-ce que ça fait du bien aussi, Marc, de savoir que votre gros succès, bon, même si c'est déjà ancien, Les Yeux Revolver, est chanté, mais dans le monde entier? Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller sur Internet et de voir des anonymes qui interprètent ce morceau. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus. C'est comme ça, c'est beau l'amour, hein? Tellement si femme quand elle ment. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Yeah, 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 yeah. Et les Caraïbes sont passés par là. Vous le saviez, ça? Eh ben non, non, parce que mon fils le sait mieux que moi, parce que lui, il me dit, t'as plein de covers. Puis il a créé une chaîne, lui, à un moment donné, Oui. YouTube. Ouais. Mais C'est un hommage. oui, non, mais c'est extraordinaire de faire partie des gens, parce que je suis comme les gens. C'est inexplicable qu'une chanson... Il y a une autre chanson qui partit comme ça, qui s'appelle Bonjour Vietnam. Il y a eu, elle a été traduite en plusieurs langues, et puis elle fait l'objet de plein de covers aussi. Les gens s'en sont emparés. Mais là, pour le coup, c'est toute la population vietnamienne du monde entier qui Et peu importe si chante elle est cette chanson. massacrée. C'est jamais massacré, c'est interprété. C'est mignon. Tout est joli parce que la maladresse, fait partie des belles choses. Et de chanter, c'est un moment tellement
À part, parce que on prend toujours un risque quand on chante, mais on se sent très bien. C'est comme s'envoler. Il y a quelque chose d'éternel dans le... J'adorais cette chanson de Trenet, la chanson que les gens chantent dans la rue, et puis quand ils savent plus les paroles, ils font la 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 la. Et c'est pareil, c'est très joli. Parfois, ils inventent même des phrases, parce qu'on se souvient plus très bien de la formule, alors on change un peu la phrase. Les chansons, c'est fait pour ça. Je me sens pas belle. Ça, c'était avec Catherine Oui, Ringer. avec Catherine Ringer. C'était un beau moment, ça? C'est un moment C'est un un peu des marquant? moments les plus forts, parce que, d'abord, parce que c'est une artiste dingue, exceptionnelle, qui a voilà, c'est une tradition, elle vient d'une tradition de la chanson. C'est une femme forte, c'est vraiment une femme exceptionnelle, d'une gentillesse et d'une droiture incroyable.